Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre du Book Club le matin pour cette année 2024. C'est notre première rencontre à Casa pour cette nouvelle année. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année avec plein de lectures, de bonnes découvertes littéraires. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Souad Jamei pour la présentation de son dernier livre, La version des faits. Alors, je ne vous cache pas, en regardant un peu les communications qui ont précédé cette rencontre, je suis tombé sur un post de collègue Fedoua Misk. Je vais vous le lire et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a un peu inquiété, pour rien vous cacher. Inquiété, intrigué, mais je suis impatient de découvrir. En tout cas, ça m'a donné vraiment envie de venir assister et de découvrir. Donc, je vais vous lire en 2 mots. Alors, lecteur et lectrices de Casa, rejoignez-nous pour découvrir des fées qui fument des joints et des princesses qui en ont marre de dormir et de supporter et de soupirer pour des princes pas toujours charmants, mais pas que. Bon, en tout cas, je vous le dis, ça m'a intrigué. J'espère que Fedoua et Souad vont nous expliquer un peu tout ça et nous faire voyager dans ces différents contes de fées. Donc, tout de suite, la parole est à toi, Fedoua. Là, je m'entends mieux. Merci beaucoup, Ali. Merci pour ce petit suspense supplémentaire. Alors, je sais que beaucoup de gens ici présents ont déjà lu le livre. Et donc, on va se faire un plaisir de présenter le livre pour ceux qui n'ont pas encore lu. Et puis après, ouvrir le débat avec ceux qui ont lu. Et voilà. Alors, je vous souhaite la bienvenue à mon tour. Parce que ça compte beaucoup pour nous, au groupe Le Matin, parce que ça fait des années qu'on s'est impliqué pour la promotion de la lecture et de la littérature. C'est très important pour nous de voir qu'il y a toujours autant de lecteurs et on espère bien sûr plus. Merci aussi aux auteurs qui viennent, qui acceptent nos invitations, qui s'invitent parfois chez nous. Ça nous donne beaucoup de courage et ça nous rassure quant à la pertinence de notre engagement pour le livre et pour l'édition. Aujourd'hui, on va parler littérature et dans la littérature, il n'y a pas que les romans. Alors effectivement, beaucoup de présentations concernent les romans. Aujourd'hui, on va parler théâtre. C'est le père des arts, mais c'est aussi un genre littéraire à part entière. Et c'est un plaisir pour moi personnellement de découvrir des pièces de théâtre publiées parce que malheureusement, il y a très peu de pièces de théâtre qui sont publiées au Maroc. En général, ce sont des pièces écrites en atelier de dramaturgie entre un metteur en scène et des comédiens et des comédiennes. Mais on a de très rares textes écrits par des gens, par des dramaturges qui ne sont pas dans la pratique du théâtre. Ce qui n'est pas le cas de Souad, parce que Souad a déjà monté des pièces de théâtre et on va forcément la voir monter, c'est là très très rapidement. Et on a cette chance de pouvoir en parler comme objet livre avant d'assister à la version montée. Alors la version de faits, tout simplement, c'est une histoire où on va rencontrer on va parler fantastique déjà, et on va rencontrer des princesses, beaucoup de princesses. On va rencontrer des personnages de contes de fées. On va rencontrer aussi des personnages de littérature marocaine, des contes de fées orientaux et occidentaux, et tout ce beau monde se retrouvent dans un même monde pour eux. Ils vont communiquer entre eux pour une raison toute simple, c'est que la fée a fumé un joint. Et ça explique tout. Et pour planter un petit peu le décor, moi j'ai demandé, c'était pas prévu, mais j'ai demandé à Souad de lire avec moi un passage qui va vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, 2 fées papotent sur un banc face à l'entrée d'un bar. Oui, les bienfaits de la magie sont indiscutables.
Combien de vies avons-nous transformées? Combien de cœurs avons-nous réunis? Oui, c'est vrai. Mais parfois, je me demande si nous transmettent bien toutes les statistiques concernant la suite des comptes. Mais pourquoi dis-tu ça? Je ne sais pas, une intuition. On n'a pas on n'a pas tous les retours, ça c'est certain. On nous dit ils vécurent heureux, mais en réalité, personne n'est allé vérifier. Mais tu veux avoir des problèmes ou quoi? Personne ne se pose ce genre de questions. Mais j'ai le droit d'en poser des questions quand même. On s'occupe des personnages tant que tout va bien et après, plus rien, nada. C'est vrai qu'avec l'âge et l'expérience, on est en droit de se poser quelques questions. En parlant d'âge, n'as-tu pas remarqué que nos pouvoirs se sont réduits avec le temps? Tiens, par exemple, l'autre jour, j'ai voulu transformer un bout de bois en cigarette et c'est un joint que j'ai reçu. Ah oui? Et tu l'as fumé? Bien sûr que oui, je n'allais tout de même pas le renvoyer à l'expéditeur, que je ne connais même pas d'ailleurs. Mais je t'avoue que ça m'a créé un petit souci. J'étais censée m'occuper de Cendrillon et j'ai complètement foiré. Elle n'a pas réussi à me joindre et a dû aller à un rendez-vous sans habit ni véhicule de circonstance. Et je n'ai même pas pu vérifier avec quel genre de personnage elle avait rendez-vous. Aïe, et tu lui as dit quoi après? Que j'étais en mission. Tu lui as menti? Mais tu sais qu'on n'a pas le droit de mentir. J'espère que tu n'auras pas de problème. Arrête, t'es toujours moralisatrice. Parce que tu crois qu'on ment pas déjà depuis le début de toutes ces histoires? Ah oui, mais on le fait pour la bonne cause. Pas sûr. Voilà. Et donc ça, c'est l'extrait qui explique un petit peu pourquoi tous ces personnages-là se sont rencontrés. Donc on va se retrouver dans une même scène, Scheherazade, Cendrillon, l'inspecteur Ali, Tayyibat Hammam, Aïcha Ndisha, Barbe Bleue, et voilà quoi. Et tous ces personnages-là vont rentrer en discussion et en interaction et dans un monde nouveau, dans un monde qui a ses propres codes, les codes contemporains, les codes d'aujourd'hui que nous vivons actuellement. Alors, ma première question, c'est justement, qu'est-ce qui a poussé Souad Jamii à écrire la version des faits, tout simplement? Bon, d'abord, j'avais envie de m'amuser. Après des livres qui parlent de biopouvoir, de transhumanisme et de médecine, j'avais envie de conspiration. J'avais envie vraiment d'une récréation. Et en fait, ça fait longtemps que je me pose la question. Bon, déjà, tu sais que j'adore le théâtre et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait une pièce de théâtre où j'ai mis en scène, j'ai adapté mon premier roman. Et c'était un plaisir parce que cette pièce a été jouée par 20 médecins et on a eu beaucoup de succès. Alors, je ne sais pas si on était bon ou si les gens voulaient voir ce que c'était un médecin sur scène, mais en tout cas, c'était drôle et les gens ont aimé. On a joué à la salle Bahini plusieurs fois. Et après, j'ai voulu mettre un texte en texte. Enfin, je voulais publier cette pièce de théâtre et l'éditeur m'a dit bah non, c'est déjà connu, ça y est, non, non. Alors, cette fois, je me suis dit, je vais faire le chemin inverse. Je vais d'abord écrire une pièce de théâtre, après, on verra. J'espère qu'elle sera jouée un jour. Mais pourquoi les contes? Parce que c'est quelque chose quand même qui nous touche tous. Un conte, c'est quoi? C'est une histoire complètement fictive, hein, mais qui transmet une morale. Et cette morale, elle est censée être une vérité, c'est-à-dire que c'est un exemple qu'on doit suivre. Et les contes, ils sont racontés aux enfants de génération en génération. Tous les contes, ils imprègnent l'inconscient collectif depuis la nuit des temps. Donc un conte, c'est bien. Je ne suis pas là pour déconstruire et dire les contes, c'est nul. Mais voilà, les effets positifs du conte, c'est quoi? D'abord parce que bon, quand on lit un conte, ça nous divertit, ça stimule l'imagination. C'est un véritable lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il n'y avait pas Netflix non plus. Voilà. Et puis, mais je crois que c'est le premier Netflix des enfants, c'est les contes. Et donc, ils stimulent, donc ils ont beaucoup d'effets bénéfiques et ils permettent à l'enfant de se retrouver. C'est eux qui génèrent les premières émotions ressenties par l'enfant. Donc, ça a effectivement des effets bénéfiques. Et en plus, ils transmettent une morale. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'il faut quand même un petit peu d'esprit critique, parce qu'il y a beaucoup de contes qui sont quand même... Il y a des histoires de féminicide. Barbe Bleue et Scheherazade, les Mille et une Nuits, c'est quand même au départ une histoire de féminicide. Et puis, sans compter tous les préjugés qui sont véhiculés. Et donc, c'est surtout ça qui me dérangeait. Il faut peut-être raconter des contes, oui, mais il faut avoir l'esprit critique pour certains. Il ne faut peut-être pas tous les raconter, ou alors il faut les déformer quand ils nous semblent un petit peu
particuliers qui ne suivent pas nos convictions. Et dans ce cas, et puis une question que je me suis toujours posée, c'est la morale. Qui bénéficie de cette morale? Finalement, il faut se poser la question. Celui qui a écrit le conte, il a une idée derrière la tête, c'est qu'il a voulu faire passer une idée dont il est sûrement le bénéficiaire, lui ou la catégorie sociale qu'il représente. Alors, parmi tous ces contes-là, bien sûr, tu as puisé dans des contes occidentaux, des contes orientaux. Est-ce que tu as ressenti une différence entre les héroïnes, les princesses, de part et d'autre, et les princes aussi? Alors, moi, quand j'étais jeune, je n'habitais pas au Maroc, j'habitais à l'étranger. Donc, à l'école, tout ça, on nous racontait, on avait des bouquins. Bon, j'habitais en Allemagne, donc c'est surtout Hansel and Gretel. Et donc, c'était d'abord les contes occidentaux. Et mon père, quand il me racontait des histoires, il me racontait des histoires de Jha. Et Jha, bon, il est rusé, il est marrant. Et ce n'est qu'après que j'ai connu les autres contes. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, dans les contes orientaux, le personnage féminin était un personnage assez fort. La femme avait quand même une position, elle n'était pas dans l'expectative d'un prince, elle n'était pas comme ça statique, elle n'était pas fantasmée, transformée. Bon, il y a Scheherazade, mais ça on en reparlera. Mais en général, je trouvais que les femmes avaient un rôle plus intéressant, moins effacé, on va dire. C'est très intéressant à soulever parce qu'on a l'impression que qui dit Orient dit forcément soumission et tout ça, alors que les contes nous prouvent le contraire. En tout cas, ça nous prouve que dans l'imaginaire collectif, la femme n'est pas forcément un petit objet fragile qui en attente d'être sauvé. Oui, et puis je pense que l'origine de tout ça aussi, c'est comment on a véhiculé ces contes ou ces histoires. Par exemple, si on prend Scheherazade, alors je vous rassure, je ne suis pas du tout une spécialiste de Scheherazade, je suis une spécialiste de rien du tout, mais je l'ai utilisée parce que finalement... non, de médecine, oui, de cardiologie, oui, mais le reste, non. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je peux dire des choses maintenant sur Scheherazade et qu'on me dise non, tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas. Ce que je veux dire, c'est que justement, si un personnage. C'est une anecdote réelle, c'est pour ça que je l'ai souligné. C'est une personne qui est venue lui dire tu n'es pas une spécialiste de Scheherazade parce que la dame en question était une spécialiste. C'est vrai, tu vois, j'avais oublié ça. Moi, ça, on risque de me le dire tout le temps, mais ça, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que justement, s'il y a vraiment un personnage dont personne n'est le spécialiste, c'est bien Scheherazade. D'abord, il n'y a pas de droit d'auteur sur Scheherazade, on ne sait même pas qui c'est qui l'a écrit. Absolument. Et ce personnage a été ramené en Occident par, comment il s'appelle, Antoine Galland, je crois, et il a été entièrement occidentalisé dans le sens où il lui a donné, il l'a rendu personnage fantasmé, la femme féminité, elle est sexy, elle est belle, ce qui n'est pas du tout le cas de ma Scheherazade. Et en fait, chacun s'est approprié de toutes les histoires qu'on lit ou qui ont été écrites. Les auteurs se sont appropriés Scheherazade et ils ont le droit de le faire. Maintenant, est-ce que Scheherazade est un personnage, l'emblème du féminisme ou pas? On en parlera tout à l'heure, ou si tu reposes la question, pour que j'oublie pas. Je vais te poser la question plus précisément sur Scheherazade, mais il y a d'autres personnages qui reviennent, et parmi eux, la Belle au bois dormant. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, j'aimerais entendre la Belle au bois dormant qui s'est réveillée finalement. Qui s'est réveillée et qui avait besoin d'un petit hammam pour se revigorer. Donc, on va l'écouter parler à une bonne théaba de hammam bien marocaine, bien de chez nous. Bonjour, vous êtes bien Zahra? Oui, c'est moi. C'est Aïcha Kardashian qui m'envoie. Kardashian. J'aurais bien voulu, mais je n'ai jamais eu la chance de la voir fréquenter Mohamed. Tu veux dire Aïcha Kandisha? Oui, c'est ça. Aïcha, c'est comme ma sœur. C'est elle qui t'envoie? Eh bien, tu es la bienvenue. Merci beaucoup. Pour les amis de Aïcha Kandisha, le hammam, c'est Fabour. J'offre tout. C'est pour ton mariage? Comment ça, mon mariage? C'est le hammam pour préparer ta cérémonie de mariage? Ah, mais pas du tout. C'est pour nettoyer, défricher et c'est tout. Je n'ai aucune envie de me marier. Je viens d'y échapper de justesse.
Mais c'est pourtant le rêve de nombreuses jeunes filles. Alors je ne dois pas être comme toutes les autres jeunes filles. Ça te dérange pas que je te tutoie? Écoute, si jamais tu changes d'avis, ou si tu as une copine qui aimerait trouver un mari, sache qu'ici, c'est presque comme un site de rencontre. Ah bon? Un site de rencontre? Sauf que c'est pas le mari que tu croises, mais directement ton éventuelle future belle-mère. Enfin, si tu as la chance de correspondre à ces critères. Je ne comprends rien. C'est un hammam ou un site de rencontre? Les deux à la fois, double fonction. Moi aussi d'ailleurs, j'ai plusieurs fonctions. Tayaba le jour, Negafa la nuit. Avec moi, pas de surprise, virginité garantie. J'ai tout ce qu'il faut pour aveugler les maris. Enfin, ceux qui croient encore au Père Noël. Je m'occupe du hammam, de la cérémonie de mariage, des parures, des tenues, de tout. Et je peux même donner quelques tuyaux si besoin pour la nuit de noces. Donc vous matchez les filles avec leur future belle-mère et si ça fonctionne pas, vous gérez aussi le mariage. Exactement. Ok, mais moi, est-ce que je peux me laver tout simplement sans tout le package qui suit? Oui, bien entendu, mais je te laisserai quand même ma carte, on sait jamais. Allez, enlève tes habits, installe-toi. Attention, c'est très chaud. Dans quelques minutes, je reviendrai pour te mettre le ressol. Merci. Bravo, bravo. C'était Latifa Tayah qui est écrivaine, elle aussi, tabarakallah alik. Et sa petite fille magnifique, Et Leila May. Leila May. Voilà. J'allais dire Meilila. C'est la fille d'une amie. Alors, là, on a entendu La Belle au Bois dormant. Et comme je disais tout à l'heure, la Belle au Bois dormant a fini par se réveiller. Elle s'est réveillée quand elle a senti qu'il y avait quelqu'un qui essayait de l'embrasser. Oui. Et donc, ce conte de fées, aujourd'hui, ne passe plus. Eh Parce ben, qu'elle oui. elle va partir se plaindre. Alors, avant que je raconte un peu ce qui va se passer, effectivement, elle va aller voir un inspecteur qui est en fait l'inspecteur du livre de Driss Schreiber. Ali, inspecteur Ali. Et le hasard a fait que hier, j'ai eu un petit échange avec la veuve de Driss Schreiber. Et elle me dit, et je lui dis, vous savez, j'ai emprunté un des personnages de votre mari, l'inspecteur Ali. Et elle me dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il est allé faire? J'arrive pas à imaginer qu'est-ce qu'il est allé faire dans la version des faits. Je lui dis, je vous enverrai le livre et vous verrez. Et en fait, elle vient, la Belle au Bois dormant va se plaindre parce qu'il y a eu pour elle, il y a eu un harcèlement sexuel. Elle dormait, il y a un mec qui est venu l'embrasser et elle lui dit, alors l'inspecteur lui dit, et c'est un harcèlement de quel type? De quel genre? Elle lui dit, mais je ne le connais pas, le type, je dormais. Enfin, il y a beaucoup de jeux de mots et des quiproquos. Puis c'était une façon de mettre les personnages. C'est-à-dire, je voulais des personnages d'Orient, d'Occident, mythiques, réels, du passé. Qui sont confrontés à des réalités actuelles. Absolument. Des réalités actuelles, un état du monde actuel et des valeurs actuelles, finalement. C'est ce qui ressort le plus, c'est de dire que les personnages et les contes de fées ont besoin quand même d'être rafraîchis un petit peu et revus à la lumière de l'évolution du monde. Et donc, du coup, j'aimerais, si possible, que tu me donnes une petite... que tu me racontes en une phrase ou deux chaque personnage, quel est le cliché que tu as relevé et qu'est-ce qui te dérangeait Alors, on va commencer par Cendrillon, par exemple. Oui, alors, oui, non, je ne me suis pas livrée à cet exercice-là. Je vais le faire. Attends. Ouais. Alors, Cendrillon, c'est la fille passive qui attend que le prince charmant arrive. D'accord ? Sauf que vous savez qu'il y a le syndrome de Cendrillon. Ça existe. Absolument. Le syndrome de Cendrillon, et peut-être que pas mal d'entre nous ont déjà été atteintes par ce syndrome, c'est le fait inconscient ou conscient d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver ou vous s'occuper de vous. C'est ça le syndrome de Cendrillon. Sherazade. Et j'allais dire autre chose encore, mais ça va, sinon on ne va pas y arriver. On veut faire court et en même temps Sherazade, ne pas brûler un petit peu. Alors Sherazade, c'est la femme qui, par sa ruse, on reviendra sur le mot ruse, arrive à
manipulée, on va dire. Et puis, c'est la femme belle, intelligente. Alors, dans mon livre, elle n'est pas belle. Elle est Ouais. voilà, D'ailleurs, on se pose elle est normale. automatiquement Elle est jalouse. Elle a tous les défauts que n'importe qui peut avoir à un moment dans sa vie. C'est normal. Absolument. Je l'ai démystifié, on va dire. Mais c'était le but, Ariel. Alors, Ariel, la petite sirène, c'est est-ce qu'il faut faire des sacrifices par amour? C'est une question très importante, ça, dans la vie de tout le monde. Elle n'a pas sacrifié. Donc, elle a n'importe sacrifié, quoi. Elle a sacrifié voilà, sa vie dans l'eau en tant que princesse, sa condition. sa condition, sa voix. Elle a Mhm. perdu sa voix. Et tout ça pour un mec après qui la laisse tomber parce qu'en fait, il était amoureux d'une sirène, pas d'une jeune femme qui a 2 jambes et pas de voix. et pas de voix et de sexe indéterminé encore parce que Alors justement, ça c'est là où je voulais en venir, c'est la question de l'identité sexuelle et du choix de qui elle voudrait, parce que Ariel va devoir partir chez le médecin pour décider en fait quel sexe elle. Ben oui, parce que quand tu as une queue de poisson et que tu es sirène et que le chirurgien te fabrique des jambes, alors il lui dit tu peux pas choisir encore le sexe parce qu'il faut que tout cicatrise. Et puis elle réfléchit, elle pose des questions aux gens qu'elle rencontre, elle veut savoir si c'est mieux d'être une femme ou un homme parce qu'elle n'a pas encore choisi. Et elle doit se dépêcher parce qu'elle a besoin de ses papiers. Et le mec de l'état civil veut pas l'inscrire parce que il n'y a pas de case neutre. Donc c'était un petit peu aussi pour parler de tout ça. Le faux prince charmant. Ah, le faux prince charmant, je l'aime beaucoup. Alors, en fait, Cendrillon, là, elle est inscrite sur Tinder. Et c'est le premier mec qui lui a répondu. Et donc, ils chattent Et qui se ensemble. fait passer Et par- en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu le faux prince de Tinder. C'est une histoire vraie. Ouais. Le mec qui a arnaqué, il s'est fait passer pour un prince milliardaire et il faisait croire aux femmes qu'il était amoureux et qu'il avait beaucoup d'argent et qu'il les gâtait au début. Ensuite, il leur prenait tout leur fric. C'est une histoire vraie. Mais il y a beaucoup de femmes. Je suis sûre que tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage qui s'est déjà fait berner de cette façon. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était surtout un dialogue entre le vrai prince de La Belle au bois dormant, qui est d'une naïveté, qui est un vrai prince charmant, mais complètement à côté de la plaque. Aucune expérience avec les femmes. Et le dialogue avec ce faux prince qui lui explique que c'est pas comme ça qu'on drague, que c'est pas comme ça actuellement qu'on peut arriver à. Donc c'est un dialogue qui me plaît beaucoup, celui-là. Jafar. Alors Jafar, il veut changer de sexe parce qu'il en a marre qu'on le prenne toujours pour un rôle de méchant. Et il se dit, si je suis une femme, on va plus me demander de faire le méchant dans les contes. Voilà. Et Aïcha Kondisha. Alors, Aïcha Kandisha, c'est la femme accomplie, qui n'a besoin de personne, qui est un peu volatile. Dans la pièce, on la voit pas beaucoup. Elle est, la Belle au bois dormant la croise, elle se trompe, elle dit que c'est... Enfin, il y a le jeu de mots avec Aïcha Kardashian, parce qu'elle n'arrive pas à retenir Kandisha, mais Kardashian, elle arrive. Ça aussi, c'est un petit clin d'œil à un nom qu'on connaît tous, mais qui finalement a fait quoi? Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, la notoriété, elle est due à quoi? C'était des petits clins d'œil comme ça. Mais Aïcha Kandisha, c'est un personnage fort de chez nous. Mais c'est à toi que je poserai la question, parce que toi, tu connais bien Aïcha Kandisha. Je ne connais pas. Tu as écrit, enfin, tu avais une... mais dis-nous. Non, c'est pas le moment. Alors, la Tayaba. Ah, la Tayaba. Pourquoi avoir choisi de... Alors, alors tout ça, il y a des préjugés. Il y a des préjugés. Mais je trouve que la Tayaba de l'Hammam elle-même, le nom Tayaba de l'Hammam, c'est un préjugé en lui-même. Et je trouve ça dégueulasse parce que c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui communique, qui a une plaque tournante dans la société. Et il ne faut pas voir que les mauvais côtés. Elle a rendu beaucoup de services. C'est une femme qui gagne sa vie. Et dans mon livre, c'est une vraie femme chef d'entreprise. Elle fait des affaires. Et voilà, elle réussit bien. Pour moi, j'ai pas vu de cliché. Pour moi, j'ai vu surtout un personnage liant un petit peu. Oui, liant. Mais tu sais bien que quand on dit c'est un peu péjoratif. Et je voulais lui rendre un petit peu son... On va dire sa dignité, voilà. Ouais. Et puis, il y a Barbe Bleue. Ah, Barbe Bleue. Alors, dans le livre, les hommes, un préjugé, c'est qu'il y a un préjugé aussi qu'on dit tous les hommes sont des séducteurs. Eh ben non. Ça aussi, c'est pas sympa pour les mecs, parce que c'est pas vrai. Donc, je prends 2 personnages qui sont censés être des grands séducteurs dans leur conte,
mais qui en fait se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à draguer, ils font tout pour draguer. Et justement, il y a Barbe Bleue qui qui est copain avec Zara Tayyibat El-Hammam et qui fait tout pour aller voir les femmes qui viennent chez elle. Puisqu'on en parle. On va lire un autre extrait. Bonjour Zahra. Bonjour Barbe Bleue, que fais-tu là? Que veux-tu encore? Je cherche ma clé, j'ai dû la faire tomber hier dans le hammam. J'aimerais entrer la chercher. C'est le p'hallek, c'est le jour des femmes aujourd'hui. S'il te plaît, c'est important. C'est la clé d'une chambre secrète et si jamais quelqu'un la retrouve avant moi, je risque d'avoir de gros soucis. C'est toi le gros souci. Tu crois que je n'ai pas compris ton manège? Tu t'arranges toujours pour laisser traîner tes clés, pour attiser la curiosité des femmes et les inciter à ouvrir ta chambre secrète. On la connaît, ton histoire. N'oublie pas que je suis un bon parti et que je ne cherche que des histoires sérieuses. Dis-moi juste qui sont les femmes présentes aujourd'hui. Te voilà bien curieux. Je croyais que la curiosité est un défaut que tu combattais avec force. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. C'est bien toi qui n'arrête pas de répéter cette phrase? Non, c'est Charles Perrault et il a raison. La curiosité est un défaut bien féminin, hélas. Féminin peut-être. Moi, je ne le vois pas comme un défaut, mais plutôt comme un signe d'intelligence. Tu comprends donc pourquoi j'ai l'intelligence de vouloir voir les femmes qui sont dans ce hammam. La vérité cachée attise l'intérêt. Et les femmes dévêtues aussi, visiblement. Allez, laisse-moi juste entrebâiller un peu la porte. Jamais. Va-t'en. Je ne veux pas avoir de problème et en plus, je ne te fais pas confiance. On dit que tu fais disparaître toutes les femmes que tu fréquentes. Je tiens à la bonne réputation de mon entreprise. Alors va draguer ailleurs, s'il te plaît. Mais les gens racontent n'importe quoi. Mais je les fais juste disparaître de ma vie. Et puis c'est quoi cette barbe? Tu ne te serais pas un peu radicalisée? Permets-moi de te signaler que le bleu corbeau ne va pas du tout avec ton temps. Ce n'est pas comme ça que tu arriveras à plaire. Allez, laisse-moi juste rentrer, juste 1 minute, et je leur expliquerai que j'ai perdu mes clés. Non. Je te promets de faire un grand mariage à la marocaine. Et que tu seras la Ngefa. Il y aura la Médina, la Almara et tous les pros d'Asie. Je te promets même de porter une djellaba blanche. Ouais, c'est ça. Et avec ta barbe, on aura vite des cellules antiterroristes devant la porte. Tu m'as déjà dit tout ça, mais je ne vois en rien d'autre que ton regard lubrique. Tu sais, Zahra, je te ne l'ai jamais dit, mais je trouve que tu as un look d'enfer. L'enfer, c'est justement toi qui vas y retourner. Va-t'en, te dis-je. Allez, du balai. Sir, Allah yamsahak. Non, mais je rêve. Il y en a qui feraient n'importe quoi pour assouvir leur envie. Leur seule obsession, c'est d'entrer là où il ne faut pas. C'est dingue. Plus tu leur interdis, plus ils veulent y aller. Et si tu tournes la tête 1 seconde, ils en profitent pour se faufiler. Parfois même, ils s'imposent. Et par conséquent, ils se retrouvent seuls à les assumer. Bref, alhamdoulilah, je suis là pour veiller au grain. Il me plaît bien son côté viril et imposant. Il doit être pas mal. Mais bon, ça nuirait à mes affaires, c'est sûr. Et puis je passerai plus de temps à le surveiller qu'à travailler. Non, Zahra, oublie. Bravo, c'était très bien. Merci beaucoup pour cette lecture. Interprétation, en fait, c'est pas juste une lecture. Non, c'est magnifique. Oh, en plus de ça, ça plaît à un public jeune, donc ça t'encouragerait à partir dans des écoles et tout ça, c'est top. Alors, il s'agit là d'une tentative de déconstruire des clichés à la lumière, bien sûr, de l'évolution du monde, des valeurs actuelles et tout ça. Mais il y a une question que je me suis posée en lisant le livre, c'est que il y a des valeurs actuelles, mais qui ne sont pas forcément universelles et partagées par tout le monde. Dans la version des faits, il est, par exemple, question de fluidité des genres, d'orientation sexuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a posé problème pendant l'écriture ou tu n'y as pas du tout pensé?
Poser un problème dans quel sens? Pour l'écrire, tu veux dire? Non, sûrement pas, parce que le livre que je suis en train d'écrire et que j'ai interrompu pour écrire ce livre parle justement, le personnage principal est un personnage intersexué. Que je précise bien, intersexué, ce n'est pas transsexuel. Intersexué, c'est 1,5% des naissances. Ce sont des enfants qui naissent avec une variation anatomique, avec les deux sexes, mais de façon ambiguë. Et ça existe et c'est mis sous silence. Et ce sont des enfants qui souffrent. Et moi, j'ai choisi un personnage qui le vit bien parce que c'est une star, c'est quelqu'un, c'est un ébéniste, c'est un artiste connu et j'en ai fait mon personnage principal. Donc, avant d'écrire ce livre qui est actuellement en correction, j'ai écouté des forums, j'ai regardé des séries, j'ai regardé des films, j'ai lu là-dessus. Je connais tellement bien le problème que tout le reste me paraissait... on va pas dire plus léger. Je trouvais que ça, c'était quelque chose d'incontournable. Quand tu nais avec une anomalie, tu ne peux pas la contourner. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de choisir un genre avec lequel tu vis. Mais tu peux ne pas être perçu. Tu peux être perçu comme un homosexuel. Et c'est une façon de t'adapter alors que tu es né avec une anomalie. Je voulais qu'il y ait une reconnaissance de ces choses-là. Donc non, je n'ai eu aucun problème à écrire ça. Moi, j'ai trouvé ça très léger. C'est juste penser... Ouais. non, je parle pas de légèreté, mais je parle par exemple quand on va parler d'Ariel qui va... Eh ben, elle n'avait pas de jambes. Elle avait pas, qui voilà. hésite justement à avoir un sexe. Jafar qui va changer carrément de sexe. Je sais pas moi. Ces questions-là, par exemple, pour une pièce qui s'adresse au public marocain, est-ce que ça t'a effleuré l'esprit à un certain moment? Bien sûr. D'ailleurs, quand j'ai réécrit, je ne devrais pas le dire parce que ça montre que je me plie au... J'ai réécrit cette pièce pour le théâtre et je n'ai pas mis la scène chez le chirurgien. Parce que la scène se passe dans la salle d'attente d'un chirurgien et la petite sirène et Jafar discutent ensemble. Après, j'en ai parlé à un metteur en scène qui l'a lu. Il m'a dit ah ben non, moi cette scène, je la veux si jamais on fait la pièce de théâtre. Donc tout ça, c'est la façon... Étant donné qu'on parle de tout, mais avec dérision, je pense qu'avec dérision, tout passe. Alors justement, ça me donne l'occasion de poser la question suivante, c'est l'humour. Est-ce que c'était un choix inhérent à ton style, ta façon d'être, ou alors c'était une volonté de faire passer le message sur des sujets qui peuvent fâcher ou déranger? Oui, les deux. Déjà, dans mon premier livre, c'est peut-être le seul que j'ai fait qui est drôle, c'est que je voulais pointer du doigt toutes les anomalies de notre société en passant par la salle d'attente d'un médecin et en tournant tout en dérision. Et je trouvais que ça passait bien, les gens ont bien accueilli ça, tu vois. Et moi, j'aime bien rire. C'est une façon de réduire un peu nos angoisses. Je trouve que c'est important, le rire. Et on peut très bien parler de choses sérieuses en souriant. C'est pas pour ça qu'on n'en donne pas l'importance qu'on lui donne pas l'importance qu'elle mérite. Mais dans le conte, tu peux ne pas rire, mais dans le théâtre, moi, je trouve que les gens doivent passer un bon moment. Et puis, l'avantage du théâtre, c'est que tu peux exagérer, défigurer, caricaturer. Tu peux tout faire. Et puis, y associer de la dérision, tout passe. Peut-être que je pense que je me suis bien amusée en l'écrivant, c'était le but. Mais ça se transmet. J'espère. Oui. Alors, cette prise de conscience un petit peu universelle, tout le monde qui est en train de revoir cet héritage de contes fantastiques, c'est une mouvance internationale. Même Disney, par exemple, ont commencé à créer des personnages de femmes fortes, émancipées, de personnages justement d'orientation sexuelle différente pour être un peu plus inclusifs. Est-ce que... pardon. Alors moi, ma volonté, c'était pas d'être inclusif. Hein. C'était vraiment parce que c'est des sujets pas d'actualité, mais j'ai croisé des gens qui ont ce genre de problème. Je peux pas les ignorer. Oui, non, je suis complètement d'accord. Ma question, c'était est-ce que tu penses déjà, avec le travail qui a été fait depuis quelques années déjà, il y a un impact réel sur la jeune génération, que ce soit à l'échelle mondiale, mais surtout chez nous, au Maroc?
Oui, mais alors il ne faut pas tomber aussi dans l'exagération parce que je trouve aussi qu'il y a un effet de mode qui me dérange. Parce que tu as beaucoup de jeunes aussi qui se posent certaines questions parce que ça fait bien de se poser ce genre de questions. Il y a beaucoup d'amalgame aussi. Hein. Je suis mitigée. Hein. Tu parles de remise en question, oui, d'orientation. Je parle de parler. Et justement, en fait, c'est un impact. Est-ce que c'est un impact direct de ce genre d'orientation, à ton avis? Je pense qu'il y a trop de choses qui sont faites, que les jeunes sont manipulés et manipulables et qu'il faut d'abord qu'ils se posent la question qui ils sont vraiment et ne pas faire ce que les codes leur dictent de faire. Et je trouve que... Mais est-ce que c'est pas trop demandé à des jeunes, justement? Parce que nous, ça nous a pris une vie pour nous remettre en question et pour revoir justement ces stéréotypes qui nous ont, auxquels on a été biberonnés. Est-ce que c'est pas trop demandé? Tu parles des stéréotypes en général. Hein, en général, tout ça. Est-ce que c'est pas trop demandé à un jeune de savoir, faire la part des choses et de... Tu parles des préjugés en général. Alors, écoute, moi, je pense que maintenant... Ne pas glisser dans les excès. Moi, je pense que les enseignants et maintenant sont vraiment très, très sensibles à ça. Et je crois qu'il y a beaucoup, dans beaucoup d'écoles, on fait une lecture critique du texte après. Et on fait, par exemple, il y a des enseignants qui apprennent aux enfants en leur disant pourquoi le mot parâtre n'existe pas? Pourquoi on parle que de marâtre? Et puis, donc, ils essaient de critiquer. Et puis ils sont aussi conscients du fait que le personnage féminin est souvent le mauvais, le méchant. Tu sais que 80% des personnages méchants dans les contes de Grimm sont des femmes. Il devait avoir des problèmes avec sa femme. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Mais il suffit de se poser la question pourquoi le mot marâtre existe. Alors quand tu vois une fée, c'est une femme, mais dès qu'elle vieillit, elle devient une sorcière. Et l'homme, quand il vieillit, il devient un mage. Un sage. Tu vois? Ouais. Et puis la plupart des princesses, c'est des... Ouais. Elles deviennent des méchantes belles-mères. Non, voilà, elles ont forcément une méchante sœur ou belle-mère. Voilà. Mais les méchants hommes dans... Il n'y a pas de méchants hommes. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, pas beaucoup, mais il y en a certains. Il y en a certains. Alors, Souad a déjà écrit un roman d'anticipation. Encore un exercice difficile. Si tu devais écrire un roman d'anticipation sur la condition des femmes dans 20, 30, 40 ans. Bon, c'est pas ma spécialité non plus, la condition des femmes. Hein. Est-ce que c'est une dystopie ou une belle histoire? Moi, j'espère que ça sera une belle histoire, pas une dystopie, parce qu'il y en a eu déjà beaucoup des dystopies avec des femmes. Hein. La Servante écarlate. Non, moi, je suis quelqu'un de positif. D'ailleurs, mes livres se terminent toujours très bien. Je suis optimiste parce que je vois comment les femmes, d'abord, elles lisent plus, la preuve. Merci aux messieurs qui sont là. Absolument. Il ne faut pas se sentir visé. Non, mais je trouve super. Les hommes qui sont là sont forcément... Un homme qui lit est forcément un homme bien. Moi, j'en suis persuadée. Et je pense que les femmes sont en train de prendre beaucoup de place. Déjà en médecine. Ouais, en médecine. C'est une population qui s'est féminisée, mais les facs de médecine, c'est bien en Europe, au Maroc, 70% c'est des femmes et 30% des hommes. Je m'inquiète beaucoup pour l'avenir des hommes. Je crois qu'ils ont une grosse pression. Et d'ailleurs, pour revenir à la pression, ce qui me dérange dans les contes aussi, c'est qu'on mette une pression trop forte sur les hommes. Tout à fait. Hein? Ça, c'est pas normal non plus. Un homme ne doit pas pleurer, c'est le grand chevalier, c'est lui qui va sauver, c'est lui qui va monter, sauver la princesse qui est dans sa tour. C'est lourd à porter si vous racontez ça à un petit garçon. Alors justement, au Maroc, on n'a pas des histoires de princesses et de princes. On a Heina, on a Sherazade, on a des personnages quand même où il n'y a pas cette confrontation c'est vrai. énorme entre l'homme qui sauve et la jeune femme qui attend. Est-ce que finalement, ce n'est pas positif de revenir vers des choses plus locales? Finalement, notre héritage, il est moins misogyne. Oui, tout à fait. C'est la conclusion que j'ai tirée. Tu as tout à fait raison.
Et alors, en parlant des contes, justement, pour passer à un autre territoire, tu vois, on a parlé d'hommes-femmes dans les contes et dans les Orient et Occident. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est les contes d'Afrique, et surtout les contes maliens. Tu sais, la morale, elle est transmise. Mais ce ne sont pas des personnages. Pour ne pas vexer les gens, pour ne pas blesser les égos, eh ben, ce sont des animaux. Et moi, je trouve ça pas mal de faire passer des émotions ou des histoires, des morales à travers les animaux. L'homme ne se sent pas concerné, la femme non plus. C'est des valeurs, c'est une morale qui est transmise et qui est asexuée, on va dire. Mais je trouve ça pas mal. Oui, c'est très intéressant. Alors, comme elle est cardiologue, elle a puisé dans l'exercice et la consultation médicale, elle a puisé énormément de situations. C'était très inspirant pour toi. Est-ce que c'est fini ou est-ce que ça continue? Et est-ce que dans la version des faits, il n'y avait pas de médecine du tout. Il n'y avait pas de médecine du tout, mais est-ce que dans le cabinet médical, il y avait des princesses? Il y avait des Cendrillon et des Belles au bois dormant? Écoute, je ne suis pas psychiatre, donc forcément, ils ne me racontent pas leurs histoires de cœur. Hein. Moi, je suis là pour examiner leur cœur anatomique, mais l'histoire de cœur, on ne me les raconte pas. C'est très, très rare. Mais je pense que les femmes se font moins d'illusions, comme les hommes. Ils se nourrissent moins d'illusions et donc ils apprennent à démystifier tout ce qu'on leur a appris, à être vraiment... et puis de toute façon, la vie fait que tu descends vite sur Terre et que tu as besoin... Tu ne peux pas rester dans les nuages de toute façon, tout le temps. C'est pas possible. Il y a toujours quelqu'un pour te ramener sur Terre ou pour te dire c'est quoi ces histoires. Mais bon, je pense que la femme, elle est en train de bien évoluer au Maroc. Alors, pour revenir à la Je ne médecine... sais pas si Sana est d'accord avec moi. Elle a agi. Alors, pour revenir à la médecine, est-ce que ça continue à alimenter Oui, c'est un terreau très fertile, la médecine. Mais je crois que j'ai fait le tour de la question entre le cabinet, la salle d'attente, la médecine du futur. Je viens de terminer aussi un livre, je ne sais pas si je vais le faire éditer, qui est l'histoire d'un jeune médecin qui un jour se rend compte qu'il y a une rumeur. Il sent qu'il y a quelque chose que les patients ne veulent pas lui dire, qu'il lui cache quelque chose. Et puis un jour, une dame lui dit, écoutez... voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau médecin qui s'est installé à côté de vous. Et lui, il lui dit, mais pourquoi il n'est pas venu me dire bonjour? Elle lui dit, mais non, il ne peut pas. Non, mais la déontologie veut que le médecin qui s'installe vienne dire bonjour. Il dit, non, c'est une cabine médicale connectée. Et donc, ça, c'est des sujets de tous les jours parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps un article des propriétaires des supermarchés Leclerc qui avaient l'intention d'installer une cabine connectée dans chaque supermarché. Donc moi, tu sais bien que pour moi, la relation médecin-patient, c'est quelque chose de très, très fort et de très important parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à guérir les gens. Ce n'est pas seulement les médicaments, c'est la façon dont tu lui parles, dont tu le soignes, dont tu l'écoutes. Et puis, il y a une volonté quelque part, c'est ça qui a motivé mon premier livre, une volonté de se débarrasser des médecins. Parce que souvent, tu es dans des salons comme ça et puis on te dit, vous les médecins, et je ne supporte pas, voilà encore un préjugé, on met tout le monde dans le même sac. Il suffit qu'il y en ait un qui ait fait quelque chose de mal, et ça me dérange beaucoup. Bien sûr, je ne te dis pas qu'ils ne sont pas critiquables, bien sûr, il y a de tout. Mais réduire, se dire on se débarrasse du médecin, enlever complètement la relation humaine et la remplacer par une machine, ça c'est quelque chose que je trouve juste horrible. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut accepter d'avoir un diagnostic posé par un écran qui s'allume et qui vous dit vous avez ça, rendez-vous dans 3 jours, voilà votre numéro de dossier, au revoir, paf, et ça se ferme. Mais c'est horrible. Dans ce cas-là, il va falloir le publier, ce livre. Je ne sais pas. Oui, je pense que tout le monde est intéressé par le sujet. Ouais. Alors, je propose maintenant de donner la parole au public. Alors, je suis certaine que certains ont déjà lu le livre. Alors, avant que tu donnes la parole, je voudrais d'abord te remercier, Fedoua Misk, pour ta super modération. Remercier le Book Club le matin de m'avoir invité et remercier l'Hôtel Onomo. Merci à tous, surtout, d'être venus. Et merci au public aussi. Merci beaucoup. Alors... est-ce que quelqu'un veut nous parler de sa relation au conte de fées? Tiens. Qui croit encore au prince charmant? Oh mon Dieu, il faut parler. Hein. Si. Si. Non, tu as parlé, Selma. Ça,
Non, mais le prince charmant, on a envie d'y croire toute notre vie. Donc, c'est vrai que c'est un peu. On va dire que dans la société actuelle dans laquelle nous sommes, c'est un peu compliqué d'y croire, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir cette part de rêve. Mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est voilà, c'est-à-dire que l'histoire d'amour différemment et on a du mal à être dans l'acceptation. Donc, il y a un véritable travail, je pense, à faire enfin, par rapport aux consciences et un travail éducatif dans ce sens. Parce que c'est vrai qu'on a été cantonné à une certaine notion de l'amour homme-femme. Je dirais que c'est un peu la faute à notre éducation, à la société dans laquelle nous sommes. Et donc, comment faire évoluer les choses? Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de tolérance qu'il faut essayer d'installer dans nos sociétés, dans notre système éducatif, etc. Donc oui, le prince charmant, on nous a appris l'histoire d'une certaine manière, en fait, dans les livres, dans ce qu'on nous a instruit. Mais il est temps peut-être de grandir et d'évoluer et place aux nouvelles générations aussi d'amener cette nouvelle Pas que la nouvelle génération. Toi aussi, tu es encore jeune. Moi, je suis encore jeune, mais je dirais que il va falloir te débarrasser de. ça doit commencer par nous, parce que je pense que la génération de mes grands-parents, on va avoir du mal à les convaincre. Ils sont vraiment. Ils cherchent plus le prince charmant, je pense. Alors, Mais merci, parce qu'honnêtement, j'ai hâte de lire ton livre, enfin votre livre. merci. Parce Eh que ben, tu me diras. Mais moi, je crois qu'effectivement, il faut garder une part de rêve, il faut croire au prince charmant, mais il faut accepter qu'il ait quelques défauts. oui, Comme nous en avons aussi. Oui. Je trouve que c'est ça le compromis. oui, c'est ça aussi. Mais après, oui, il faut accepter les défauts, comme tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Bah, c'est plus un merci. prince charmant. C'est plus un prince. C'est C'est un prince charmant, c'est un jeune homme. mais qui n'appartient pas à un conte. Voilà. Exactement, merci. Ok, merci. Bonjour, moi j'ai lu ton livre Souad. J'ai trouvé ça très intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Selma, je trouve que c'est même au-delà du prince charmant, je trouve que ce que ça remet en perspective, c'est surtout le bonheur individuel. C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin d'être marié, d'avoir beaucoup d'enfants pour avoir réussi sa vie? Parce que c'est ça, tous les contes de fées finissent par, enfin en tout cas en Occident, les contes de fées occidentaux finissent par ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Et en fait, je trouve ça super intéressant dans ce livre-là, qu'on nous dise, c'est peut-être pas une fin en soi, c'est-à-dire que le bonheur, on peut peut-être le trouver ailleurs que dans le couple, la famille, les enfants, voilà, le rôle de mère et d'épouse finalement. Du point de vue de la femme et du point de vue de l'homme, de celui qui fait chauffer la marmite et qui va travailler pour ramener de l'argent à la maison pour que madame et les enfants aillent bien. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est ça, je pense, surtout qui est intéressant dans ce livre-là. C'est comment on aspire au bonheur, peu importe qu'on soit princesse ou prince charmant ou homme, femme, enfin peu importe quoi. Et voilà, je trouvais ça intéressant. Merci beaucoup. Bonsoir. Adjem, et je suis vraiment très contente de vous rencontrer aujourd'hui parce que moi-même, je suis médecin. Et il y a quelque temps, j'ai lu votre livre et j'ai mis mes impressions sur ma page, sur votre page. Je vous ai contacté d'ailleurs, docteur Siham. C'est votre nom? Siham, oui. Super. Et je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Voilà, je voulais vous dire que j'ai un penchant pour l'écriture, la littérature au féminin, émanant surtout de femmes médecins, parce que moi aussi j'écris à mes heures perdues, si je peux dire ça. Et puis je pense que la femme médecin, enfin, le médecin, en général, il vit, il rencontre tellement d'expériences dans sa vie qu'un jour, il a envie de retranscrire tout ça. Vous avez dit tout à l'heure que vous examinez uniquement les cœurs de façon physique, mais ça ne peut pas être vrai. C'est secret médical. Secret médical. On nous raconte tellement de choses qu'un jour, il y a un trop-plein qu'on a envie de le dire à tout le monde, le retranscrire. Voilà, ça d'une part. D'autre part,
Voilà, j'ai trouvé votre écrit vraiment épatant. Il y a un mélange avec subtil et très intelligent de ce qui est réel et fantastique, de ce qui est sérieux et comique. Et puis vous êtes médecin, vous avez su disséquer vos personnages, vous les avez déconstruits, reconstruits, vous leur avez donné une deuxième vie, une deuxième chance, une deuxième dimension, Oui, c'est et ça. puis de façon qu'ils soient porteurs de messages. Voilà. De tout ce qui les a plombés pendant des siècles. Et si vous permettez, je vais vous lire un petit peu ce que j'avais écrit quand c'était tout chaud, parce que je n'ai pas eu le temps de relire. Voilà. Le roman de Souad Jami est une comédie théâtrale où on prend plaisir à rencontrer des personnages, surtout féminins, qui ont peuplé notre enfance, adolescence et même notre âge adulte, à travers des contes magiques. Shahrazad, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Aïcha Kandisha, l'inspecteur Ali, et j'ai précisé Driss Shraibi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, les fées, les genoux, les princes, etc., dans un univers fantastique où s'intrigue Orient et Occident. Mais la magie de la plume de l'autrice s'opère quand elle les sort de leur rôle ancré dans notre imagination, excusez-moi, ébranlant tous les stéréotypes pour leur insuffler de nouvelles missions plus rationnelles, plus combatives, libérant leurs rêves et leurs vœux, en les incitant à se poser des questions existentielles. On a la vive impression que tous ces personnages renaissent de leurs cendres, leur conscience est recréée dans la simulation, et tels des avatars ou des intelligences artificielles, ils réécrivent leur propre histoire, une déconstruction des clichés, surtout sur la femme. Souad Jami réveille notre conscience du monde des bisounours où on se complaisait, à travers des dialogues imprégnés d'humour et d'incongru. L'autrice prend un malin plaisir à contrôler et détourner ses personnages, et j'ai pris un malin plaisir à la lire. Vivement la mise en scène théâtrale. Merci beaucoup, madame. Alors, j'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit juste. Pourquoi il y a surtout des femmes dans les contes de fées? Pourquoi ça s'adresse jamais à un homme? Pardon, désolée. Ben, formule-la comme toi, tu voudrais la formuler. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est super de vous écouter toutes les deux, enfin toutes. Alors, c'était ça ma question en fait. Dans les contes de fées, en tout cas européens, la plupart des héroïnes sont des femmes, des jeunes filles. J'ai l'impression que chez nous, alors si on prend les Mille et une nuits, oui, c'est écrit par une femme, mais la plupart des héros, je crois que c'est des hommes. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, à votre avis, pourquoi ? Et à qui sont-ils donc adressés? Alors, les contes de fées européens, et disons, si les Mille et une nuits, vous voulez penser que c'est des contes, considérer que c'est des contes de fées, à qui ils sont adressés aussi? Ouais, je me suis posé la question parce que, et j'y ai trouvé ma propre réponse. C'est que je me suis dit, quand j'ai dit tout à l'heure à qui profite la morale, eh ben, ceux qui ont écrit ces contes-là sont tous des hommes, pratiquement. En tout cas, les contes occidentaux, les frères Grimm, en tout cas, qui sont quand même... Voilà. Non, ils les ont écrits, pas transcrits, je crois, Grimm. Ah oui, alors c'est des contes, oui, c'est vrai, parce que la plupart, même les contes des Mille et une nuits, c'est des contes sur lesquels on a rajouté millefeuilles, c'est comme des millefeuilles, ils se sont rajoutés beaucoup d'histoires après, transformées. Mais je pense que c'est le fantasme de ceux qui l'ont écrit, d'avoir des femmes soumises, gentilles, et c'est peut-être aussi une façon détournée, pas très fine, pas très subtile, de dire aux autres, voilà, vous devez être comme ça, obéissante, bonne ménagère, gentille, pas curieuse, pas ceci, pas cela. Comme ça, vous trouverez le prince charmant. Je pense. Non? Possible. Je ne sais pas, mais finalement, les morales, même les morales de tous ces contes, si on les prend une à une, est-ce que ce sont vraiment des morales qui servent aussi la femme? Non? Non. Ben non.
Voilà. Mais c'est marrant que ça tourne toujours autour du rôle de la femme justement dans le couple. Alors et dans justement, tout à l'heure, je voulais parler, justement, on n'a pas parlé de Sherazade. Moi, je voulais dire justement que pour les Occidentaux, Sherazade, c'est la femme fantasmée, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde se l'est approprié. Mais oui, mais pour certains, je parle des écrivaines, surtout féministes, dans le monde arabe. Pour certaines, elles représentent la femme féministe, comme pour Fatima Mernissi ou pour Assia Djbar, qui la considère comme rusée, donc intelligente. Oui, oui. Oh ben, il y a beaucoup. Absolument. Alors que d'autres féministes arabes, comme Fouzia Zouari, la Tunisienne, qui a écrit un essai qui s'appelle... alors, elle n'a pas écrit « J'ai tué Sherazade », elle a dit « Oui, pour en finir avec Sherazade ». Son livre s'appelle « Pour en finir avec Sherazade ». Et l'autre, la Libanaise Joumana Haddad, qui a écrit « J'ai tué Sherazade », carrément. Et parce qu'elle considère que amadouer un homme par la parole... Eh ben, ce n'est pas du féminisme. Et là, on revient encore à la ruse et à la manipulation. Moi, l'un des préjugés, ce qui me dérange le plus, c'est que quand on parle de ruse quand on parle de ruse, quand il s'agit d'une femme, on considère que c'est de la manipulation, et quand c'est un homme, on considère que c'est un grand stratège. Et c'est de l'intelligence. Et de l'intelligence. Et la curiosité, qui est considérée comme un signe d'intelligence, est considérée comme un défaut quand elle vient d'une femme. J'exagère peut-être, mais en général, c'est ce qu'on trouve dans les contes. Parce que Barbe Bleue, voilà, il a tué ses femmes pour la seule raison, c'est parce qu'elles sont curieuses. Absolument, absolument. Sana, je pensais que tu me faisais un signe depuis tout à l'heure pour parler. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, des commentaires? Oui, ok, petit Sam. Attends, micro. Une seconde. Il est en train d'arriver. Tu vas rien dire, voilà, tu peux dire ton point de vue. Alors bonjour, merci. Bon, alors ça va, tais-toi. Si Sam. Oui, bonjour pour tout le monde. Je dirais seulement que la version des faits, ça veut dire comme le titre l'indique, de faits. Alors c'est féminin plus que masculin, je crois. Oui. C'est un conte de fées. Et les fées, ce sont des sorcières, entre parenthèses, qui sont des filles qui sont gentilles, et ainsi de suite. Oui. Et des princesses. Et le titre, effectivement, alors ça parle de fées, mais c'est juste, le titre, je l'ai choisi, j'avais oublié d'en parler, c'est pour donner la possibilité aux fées de changer les choses dans ce qu'elles souhaitent aux enfants. Et elles font leurs souhaits de façon identique pour les garçons et les filles. Ça, c'était très important pour moi. Parce que c'est au niveau de l'éducation, c'est à la naissance que quand on a eu la chance d'être éduqué comme un garçon, c'est pas la même chose quand on est fille que quand on a été éduqué comme une fille. Et je crois qu'on a tous, dans notre enfance, cette bagarre. Il y a toujours un des parents qui veut qu'on soit la fille modèle et l'autre qui veut donner toutes les chances, qui te donne les armes comme un garçon. Et je crois que ça... Après, il y a sa lutte personnelle aussi, chacun. Bon, ça, c'est une autre histoire, on ne va pas rentrer dans les... Alors, à ce point, je vais ajouter quelque chose. Alors, comment vous parlez de l'éducation, pour les filles, on donne les dinettes, et pour le garçon, on donne des pistolets. Et oui, mais maintenant, ça y est, hein, ça, on le faisait avant, je crois que... Patriarcal, on s'est habitué à voir des choses comme ça. Oui, mais je crois que ça aussi, c'est en train de changer. Maintenant, on leur met un téléphone entre les mains. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Un objet asexué. C'est encore plus grave. Merci beaucoup d'être venu. Merci Souad d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous avez des exemplaires, venez vous les faire signer et on se rejoint dehors pour un petit verre. Ah, monsieur, on a un monsieur qui veut parler. Please. Ils sont toujours derrière à attendre. Voilà. Normalement, je suis fier d'être là. Je m'excuse de parler en arabe un peu parce que je sais bien pourquoi je vais parler en arabe. سيداتي في الواقع أحتار
هل أقول دكتورة أم الكاتبة أم الموثقة للتراث، لأنك تجمعين هذه الأشياء في مؤلفك هذا. المؤلف له توجيه خاص وعام، ولكن الدبلوج والقلادة التي يضعها هذا الكتاب هي أنه جمع من تراث محلي وطني وتراث أجنبي كذلك. هذا هو اللي تيخليه جميل جدا. إنما أتمنى أن تهتموا بالترجمة إلى اللغة العربية. لماذا؟ لأن 70% من الأمهات، من المواطنين كاع، ما نقولوش غير الأمهات حتى لا أكون قاصح، من المواطنين هم معربون، وكتبقى ديك 30% النساء أكاديميات كذا إلى آخره. وشكرا لك مرة ثانية. شكرا يا سيدي. هذا هو. وسامحي لي إلا جاوبتك en français. Non, bien sûr. Je suis bilingue, madame. Oui, vous avez de la chance. Je n'ai pas la chance d'être. Je suis bilingue en parlant, mais en écrivant non, parce que j'ai pas vécu au Maroc et que j'ai quitté le Maroc quand j'avais 6 ans et que je regrette beaucoup de ne pas manier la langue arabe aussi bien que vous. Mais vous savez, quand on écrit un livre, notre rêve, c'est qu'il soit traduit en arabe. Bien sûr, on le sait très bien. On le sait très bien. Et c'est une demande qu'on fait toujours aux éditeurs. Inch'Allah, j'espère qu'ils le feront, surtout pour celui-là. Parce que peut-être même déjà, ça serait extraordinaire. Parce qu'il se prête plus à déjà. Merci beaucoup, Assidi, pour votre commentaire. D'accord. Ah ben, il se trouve que je connais quelqu'un qui travaille à l'ICESCO, c'est bien ça. C'est une bonne idée, je ne savais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Tout d'abord, je me demande pourquoi je suis cerné par la médecine aujourd'hui. C'est pourquoi le plateau, elle est modérée par notre ami Fedwa qui est médecin et par notre cardiologue. Médecin un jour, médecin toujours. Oui. Et aussi, par coïncidence, j'étais invité en parallèle à un événement qui est animé par un orchestre qui se compose que des médecins. Et puisque je suis directeur de bibliothèque et un bibliothécaire, j'ai opté pour, je vous jette pas des fleurs, j'ai opté pour assister. Pour la littérature. Voilà, oui, merci. C'est un complot, ça. C'est un complot de médecins. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas eu même si je suis bibliothécaire, j'ai pas eu l'occasion de lire votre ouvrage. J'ai eu l'occasion de voir votre intervention à Médien TV, comme ça. Et aussi votre confirmation que la médecine est dominée par les femmes. Dominées, je dirais pas. Je dirais qu'elles sont oui. Mais, alors, comme le Sofi Ibn Arabi dit, une très belle dicton qui dit en arabe, المكان الذي لا يؤنس لا يعول عليه. Alors, là où il est, l'endroit là où il y a la femme, on ne peut pas y compter. Même étant co-bibliothécaire, alors, les meilleures notes, pour vous confirmer votre confirmation, les meilleures notes qu'on a dans notre bibliothèque est toujours c'est par les étudiants, des femmes. 80%, c'est les meilleures notes, que ce soit les bacheliers. Alors, j'aimerais aussi l'expérience de l'écrivain médecin. Alors, on a beaucoup des expériences et de belles avec des cardiologues à travers le monde. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce
étant que vous êtes cardiologue, est-ce que vous n'avez pas pensé à un ouvrage 100% médical et spécialisé dans votre... Alors, vous voulez dire médical, c'est-à-dire scientifique, parler scienti- uniquement de scienti- cardiologie? Oui. Non, il y a des gens qui... Non, pardon. Médical, dans le monde médical, vous Oui, voulez oui, dire? c'est ça. Ben, mes 3 premiers livres se passent uniquement dans le monde médical. 3 romans Ouais. dans le Oui, monde oui. médical. Donc, je vous invite à, Oui, oui. à les lire et tout ça. C'est-à-dire, au début, on a besoin d'une certaine légitimité, donc on écrit sur ce qu'on connaît le mieux. Après, on essaie de s'évader un peu quand on prend un peu plus d'assurance, bien que... Voilà. Et merci. Merci à vous. Merci à vous et merci à toutes les personnes présentes. Et je vous invite à vous faire dédicacer votre livre par notre ami Souad Jamei. Est-ce que je te donne ça à dédicacer?